Lara fut si heureuse du message que j'avais laissé pour elle à l'épicerie que j'en fus désarmée. Elle avait cru à un accident et riait maintenant au téléphone. Mon plan pour la retenir s'effondra dans l'instant. J'avais seulement besoin d'entendre ta voix, dis-je. Elle avait hâte de me voir, c'était dans pas longtemps. Oui, dans pas longtemps. Je pensais aux 48 heures et je me repris. J'étais heureux qu'elle rentre, heureux de la serrer bientôt dans mes bras, mais ça tombait mal. On finissait opium et je ne serais jamais à la maison avant tard dans la nuit. On ne se verra pas, quasiment pas. Ça ne va pas durer longtemps, 2 ou 3 jours, mais il faut que je le fasse. Tu devrais rester un week-end de plus et profiter de la campagne. Je peux encore changer ton billet si tu veux. Mais rien n'entama sa gaieté. Ce n'était pas grave, elle avait des milliers de choses à faire, et elle serait tout près de moi, et elle m'attendrait dans le lit, et on ferait l'amour, quelle que soit l'heure. Elle s'arrêta, éclata de rire, et je vis l'épicerie autour d'elle. Peut-être y avait-il quelqu'un qui comprenait ce qu'elle disait. Elle ajouta tout bas. Tu me réveilleras, hein, si tu n'es pas trop fatiguée. Promis ? Promis. Et on fera l'amour ? Je distinguais clairement son visage, son sourire, le feu de ses joues, et le cœur me manqua. Oui, on fera l'amour. J'avais maintenant besoin d'un miracle pour qu'on le fasse vraiment. Dans certains quartiers, les gens galopent en traversant la rue pour éviter les voitures. Dans d'autres, ils prennent leur temps, sûrs de leur bon droit et l'esprit tout occupé par l'énormité de leur présence. C'était dans une de ces zones protégées, entre les bacs à fleurs et les grosses chaînes noires faussement anciennes, que je trouvais le Porsche vert. Je fis le code et appuyai sur une des sonnettes, toute anonyme. AW2G, comme Andy Warhol, deuxième gauche, m'avait dit assez content de lui, l'homme au téléphone. Accroché au mur de la salle d'attente, au-dessous d'une série de diplômes, des reproductions de Warhol. Seule surprise, à côté du portrait de Liz Tyler, une litho de la série Disaster, une chaise électrique sur fond rose. Tout allait bien, j'étais chez un professionnel. Une femme me fit asseoir. Il en a pour un quart d'heure grand maximum. J'allais encore être en retard et la journée serait courte. Demain, c'était le bal et à 16h, tout le monde quitterait le bureau. 2 jours qu'on ne parlait que de ça. Je n'étais pas encore passée chercher mon smoking. Un smoking violet parce qu'à un bal précédent, j'avais entendu Alex se moquer des hommes sans fantaisie. Derrière une porte, quelqu'un parlait au téléphone. Ça devait être lui. J'ouvris un magazine de cuisine, lus quelques lignes du dossier Tous des chefs et le reposai en soupirant. Tous des chefs, c'était rassurant. Ce matin, LVMH avait annoncé qu'il délocalisait une de ses usines et que personne n'y pouvait rien. Je songeais qu'un jour, le holding qui contrôlait Focus me mettrait moi aussi en compétition avec des game designers de Bangalore ou d'Ho Chi Minh Ville. Ce jour-là, je me mettrais à la cuisine et je serais enfin chef. Trop de risques, dit l'homme. Ce n'est pas le genre de mission que j'accepte. Je ne peux pas sortir du cadre légal, vous comprenez ? Filature, protection, recueil d'informations, c'est son problème. On appelle un ancien collègue aux cartes grises pour obtenir le nom de l'individu. Mais là, un cambriolage. Je ne vous demande pas ça, juste de fouiller pendant qu'elle n'est pas là, dis-je. Trouver ce portable et me le rapporter. L'homme se gratta le nez. Il l'avait épais et astiqué, un nez habitué au grattage. Fouiller, ça veut dire s'introduire illégalement dans un lieu privé et dérober un effet personnel. Effraction plus vol. Si je me fais pincer, je vais directement en prison sans passer par la case des pairs. Et en sortant, je perds ma plaque. C'est bête, mais pour moi, un détective était une sorte de gangster déprimé, alcoolique et un peu ringard. Celui-ci était ringard, possiblement alcoolique, mais pas du tout gangster, ni déprimé. Alors je fais quoi ? Je ne devrais pas vous le dire, mais si c'est vraiment ce que vous voulez, il faut vous adresser à des gens, donc c'est, il mima des guillemets, le travail. Vous en connaissez ? On en connaît tous dans le métier. Mais là, c'est vous qui prenez les risques. Le premier, c'est que le travailleur en question ne soit pas très travailleur, justement. Il se mit à rire. Et qu'il disparaisse avec la compte que vous lui aurez donnée. Il fit une mine sinistre. Le deuxième, c'est qu'une fois sur place, ça se passe mal et qu'il se fasse surprendre. Il y a des mecs réglo, mais on ne sait jamais comment certains peuvent réagir en cas de pépin. C'est pas des anges, hein. Là, c'est votre femme qui est en danger. J'examinais plus attentivement ce petit bonhomme tassé dans un blazer bleu marine et qui employait des termes de flic en service. Délinquant, véhicule, individu. Il avait l'air aussi déplacé dans ce quartier d'architecte et de webmaster qu'une chambre de bonne non rénovée. Vous proposez quoi ? Si j'étais vous, dit-il, j'opterais pour une autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il leva la main pour me faire taire. Je sais. Code PIN, code PUC, le serveur qui envoie le bazar quand on se connecte. Vous avez un problème, disons, technologique, c'est ça ? Oui. Et vous voulez le résoudre en fracturant une porte avec un pied de biche. Vous êtes drôle, vous. Allez, suivez-moi. Nous traversâmes une cour et dans ce qui avait dû être un atelier ou une remise, il me présenta 2 jeunes gens penchés sur des ordinateurs. Chemise blanche à manches courtes, pantalon à pinces et jupe plissée,
Tous deux étaient brossés comme une paire de missionnaires mormons. Voilà, Andy et Sarah. Faites pas attention à la tenue débraillée. Andy sourit, ça devait être la blague habituelle. Ici, c'est le Nautilus, reprit le patron. On surveille les PC et les téléphones portables de nos clients. Enfin, ceux des femmes ou des maris de nos clients. Ou ceux de leurs employés, vous voyez quoi? On implante dans leurs appareils des logiciels qui piratent en temps réel leur boîte mail ou leur portable. Tout défile. On lit les textos, les numéros entrants, sortants, les mails envoyés et reçus, les chats, les photos et les vidéos prises par un portable. Et on peut même les localiser sur une carte du monde avec un système GPS. Il soupira. Quand je dis du monde, la plupart du temps, c'est l'hôtel du coin ou la maison du voisin. Mais bon, on a quand même eu des palaces à New York et des resorts aux Maldives. Il prononçait New York, resort, et me faisait l'article avec l'œil d'un vendeur de détachants miracle. Il expliquait qu'au final, c'était comme une caméra qui filmait en permanence l'écran de l'ordinateur ou du téléphone de la personne qu'il surveillait. Je m'y connaissais un peu en informatique, mais je n'avais vu ça que dans les séries. Je commençais par penser à moi. Et si on m'avait piraté, moi aussi. Fred, le beau-père. On pouvait même acheter ces logiciels sur le net, dit-il. Mais ils étaient moins pros que les siens et il fallait s'en occuper soi-même, noter, surveiller. Un boulot à plein temps. Votre cas n'est pas banal. Hein. D'habitude, c'est le cocu qui vient nous voir, mais dans le fond, ça change rien. 40% des adultères commencent sur Internet ou sur un mobile. Alors évidemment, tout le monde soupçonne tout le monde à un moment ou l'autre. Avant, on planquait et on prenait des photos de couple dans des voitures. Au pire, on avait un petit bisou, mais là, non seulement on se casse plus le dos, mais on envoie de drôles, quasiment en direct. C'est fou ce que les gens sont imprudents. Dès qu'ils ont une caméra sur leur portable ou une webcam, ils peuvent pas s'en empêcher. Enfin, les hommes, c'est toujours les hommes qui filment. Pas vrai, Andy? Carrément, dit Andy. Ils se mirent à rire. Enfin, vous, c'est plus compliqué, reprit le détective. Il redevint sérieux et me proposa un café. Beaucoup plus compliqué. Je sentais qu'il allait me parler d'argent. Il se balança d'un pied sur l'autre. Qu'est-ce que t'en penses, Andy? De quoi? De supprimer un SMS à distance sur un portable éteint et hors réseau en plus. Pas facile. Andy se tourna vers moi. Nous, on ne fait qu'enregistrer. Ce truc-là, dit-il en désignant son écran, c'est un clone de l'ordinateur ou du portable qu'on surveille, vous comprenez? En gros, on s'introduit dans l'appareil, on balance dedans un mini-logiciel espion, et ce mini-logiciel nous envoie une copie de tout ce qui se fait avec. Juste une copie. J'ai pensé un instant que j'aimerais bien avoir une copie de tous les SMS et des mails de Lara, et j'ai trouvé ça moche. Moche et tentant. Andy se gratta le nez, à un tic corporatif sans doute, puis il dit « Il y a peut-être un truc, mais il faudrait que le téléphone soit allumé et sous réseau. Là, on lui balance par MMS un logiciel virus qui s'active quand la personne veut le lire. Et elle croit que c'est une photo ou un truc comme ça, elle l'ouvre et ça pète. Ça pète? Ça détruit toutes les données, les photos, les numéros, les SMS, un virus quoi. Après, le téléphone est foutu, faut le savoir, c'est tout ou rien, pas de bombardement ciblé. Dans la cour, nous décidâmes que le meilleur moyen était de mettre dès demain le portable de Lara sous surveillance pour ne pas rater le moment précis où elle le rallumerait. Dans la seconde, je devrais envoyer le MMS viral depuis mon portable. Il s'ajouterait en haut de la liste, bien avant mon texto à Alexandra. Elle ne se méfierait pas et l'ouvrirait en croyant lire un message de moi. Impossible de l'expédier avant, m'avait expliqué Andy. Les serveurs des opérateurs détectaient les gros fichiers, spécialement les logiciels, et ne les stockaient pas plus de quelques heures. Dehors, l'air était léger et dans une vitrine, je vis ma silhouette améliorée d'un je ne sais quoi d'encourageant. Mais plus j'avançais vers la maison, plus elle semblait hésitante. Tant que je n'avais pas eu le choix, j'avais buté sur ce texto. Pour la première fois, j'avais une solution, et pour la première fois, je me demandais si je l'utiliserais. Comme disait le chauve, moi, je savais, et ça nous tuerait tous les deux. Il était d'accord avec Andy. Pas de bombardement ciblé. Hôtel, week-end, dîner, l'argent commençait à manquer. Je versais sur mon compte ce qui restait de notre livret d'épargne commun. Sans compter le chèque que je venais de faire au détective, j'étais encore au-delà du découvert autorisé. À la banque, le chargé de clientèle me tendit ma nouvelle carte de crédit et répéta qu'il la bloquerait si je ne régularisais pas ma situation sous 3 jours. Dehors, je regardais dans la rue autour de moi, comme s'il y avait un pot d'échappement sous lequel, par magie, j'allais trouver cet argent. Je n'avais pas payé les factures de l'appartement, ni envoyé au beau-père le chèque du loyer que j'avais tenu à lui payer chaque mois. J'entrais dans un café, commandais un coca, et comparais les prix à ce que je gagnais. 1 heure de travail pour un plat, 20 minutes pour un verre de vin. Le New York Times avait calculé qu'avec les mesures d'austérité, un Grec qui boirait 2 cafés par jour en terrasse à Athènes, il laisserait plus de la moitié de son salaire. On y était bientôt. Restait Fred et sa proposition. J'hésitais. Lara connaissait les défauts de son beau-père, son égoïsme, sa soif de pouvoir et d'argent. Mais il avait sauvé sa mère. Sans lui, disait-elle, elle serait morte.
Irina faisait encore de longues dépressions, surtout au printemps quand les jours allongent et que la vie revient pour les autres. Le beau-père la soutenait, l'aimait. Toujours il avait été là pour sa mère et avait recueilli Lara. C'est tout ce que je savais. Elle n'en parlait pas ou s'arrêtait en disant « Pardon, ça m'angoisse ». C'est pour ça, je crois, qu'elle partait chaque année pour soigner ces angoisses-là. Si je trahissais le beau-père, je perdais Lara. Elle aurait peur pour sa mère, et il fallait imaginer autre chose. Au bureau, le nouveau de la comptabilité fut intraitable. Impossible de me verser une avance sur salaire. Focus n'était pas au mieux en ce moment. Il replongea dans ses tableaux Excel. En bas, Fred mima la surprise. « Je croyais que tu n'étais déjà plus parmi nous » et insista. Il voyait Elson demain midi. Ça ne m'engageait à rien de l'accompagner. J'étais en position de force, j'avais conçu ce moteur qui générait les décors 3D. Il avait été déposé par Focus, à qui j'avais abandonné les droits d'exploitation, mais il mentionnait mon nom et rien ne pouvait se faire sans mon accord. L'unique précaution que j'ai jamais prise dans ma vie. Je dis que demain j'étais à la campagne chez les parents de Lara. C'était vrai. Fred prit son téléphone, sortit dans le couloir, revint en parlant toujours à son interlocuteur. « Ça me ferait plaisir que tu le rencontres. » Il me regarda. « Oui, il est là, je l'ai enfin sous la main. » Non, c'est pas facile, mais il peut pas demain. On peut se croiser maintenant, à ton hôtel. Il me fixa. « Maintenant tu peux ?» Je fis semblant de réfléchir et accepter. 1 heure plus tard, j'étais face à un petit basané qui n'avait rien de l'image que je me faisais des dirigeants danois d'Elson. L'homme fut direct. Ouverture d'une division indépendante au sein de leur département jeu, liberté totale de recrutement, de décision et de création, dans la limite d'un budget qui me parut énorme. Actions, stock options et royalties. En euros, ajouta-t-il sans rire. Le groupe se chargeait aussi de notre installation à Copenhague. En échange, Fred et moi partagions avec Elson la propriété du moteur et je développais la nouvelle génération prévue pour Focus. Elson prendrait en charge les éventuels procès que le beau-père ou les Américains pourraient nous intenter et qu'ils étaient sûrs de gagner. Il s'arrêta un instant, me fixa et annonça pour chacun de nous un revenu annuel qui aurait fait rêver un footballeur du Real Madrid. Enfin presque. Alors ? Un silence. Fred et le petit basané me regardaient. Alors ? J'avais dans la main un bol de cacahuètes et j'eus le sentiment d'avoir trouvé ce trésor sous un pneu de scooter. Je rêvassais un instant à la vie que nous pourrions avoir et ne pus m'empêcher de sourire en revoyant ce compte banquier qui, il y a 2 heures, menaçait de découper ma carte de crédit. Le Danois posa un dossier devant moi. Je ne vous demande pas une réponse dans l'instant, mais nous avons besoin rapidement d'un nouveau moteur. Nous avons décidé que le vôtre conviendrait parfaitement à notre future stratégie. Il tapota le dossier. Nos propositions sont là, lisez-les tranquillement et faites-moi savoir. Quand ? Mercredi prochain. Je ne peux plus attendre. Un de mes collègues est en ce moment chez Oberon en Israël. Ils ont aussi un moteur. Si nous dites non, ne donnez pas de réponse, il signera avec eux. Ça serait dommage. Si vous voulez venir à Copenhague ce week-end pour vous rendre compte, ça sera avec plaisir. C'est une ville très agréable, très vivante et créative. L'homme nous raccompagna vers la sortie en décrivant sa maison tout en verre et en bois. Mes soirées au bord de la mer, l'école des enfants à quelques rues et les nouveaux quartiers de Christianshavn où ma femme trouverait facilement un atelier pour peindre. Elle peint, n'est-ce pas ? Il était parfaitement renseigné. Au-dessus des rues où se bousculaient les voitures, la lumière du soir teignait les toits et l'acier poli des immeubles de bureaux. C'était l'heure de la sortie. Dans le vacarme, le dossier à la main, j'imaginais Copenhague, ses vélos surtout, des milieux de vélos silencieux, et puis un enfant très blond qui irait à l'école en pédalant, la tête au vent, comme dans un film de Spielberg. Tout semblait possible et peut-être qu'on deviendrait blond, nous aussi. À la maison, et comme fait exprès, je trouvais une carte postale de Lara représentant un autre paysage. Un village dans la forêt et au loin des montagnes filant droit dans un ciel sans nuages. Au dos, elle avait écrit « Il est midi, je mange des tomates séchées et je t'aime. Triste ou gai, c'est fou comme je t'aime et ça m'emplit totalement. Courage et baiser sur tes yeux fatigués. » Je la mis dans la poche de ma veste contre mon cœur. Autant j'étais compliquée, lyrique, désireux de formules et de nuit, autant elle était directe et lumineuse. Je devrais lui parler de cet enfant et de Copenhague, mais j'avais mieux à faire avec ce dossier.